nous sommes arrivés au 7e épisode du podcast cible La Femme, saison 2. Quand les hommes parlent des femmes. Avant de commencer toute chose, j'aimerais bien que cette table ronde puisse se présenter, que les hommes en premier puissent se présenter pour une fois. Les hommes sont à l'honneur ce soir et par la suite, les dames pourront se présenter. Honneur aux plus jeunes. Ah, putain. Vous avez vu comment je suis accueilli? Oui, donc moi je me présente, moi je suis Stéphane, j'ai 33 ans et donc du coup je suis ravi de participer en fait à cette interview. Et je veux dire quoi d'autre du coup, ma fonction, mon travail, ce que je fais dans la vie ou autre. Non, et puis je suis de Cergy et puis voilà. Merci. Cergy, c'est où? Cergy, c'est dans le 95. 95, c'est où? C'est dans quel c'est pays en région fait? parisienne en France. D'accord, merci. Oui. Ah, c'est à moi. Okay. Bonjour à tous, Patrick Deyo, j'ai 45 ans, oui, ça ne rajeunit pas, récemment d'ailleurs. Papa de 4 enfants, en fait j'ai toutes les générations, un adulte, une qui sort de l'adolescence pour devenir adulte, un pré-ado et puis un bébé, voilà, donc comme ça, et puis bien sûr Marie, ma charmante Nelly, voilà, à qui je passe le bonjour ce soir. Et voilà, dans le monde séculier, j'occupe des postes d'ingénieur. Voilà. Merci Patrick. Bonjour, Eric Matondo, de Cours Dimanche, en France, Bénin, en 95. Donc je suis père de 3 enfants. Dans la vie, je suis consultant en fiscalité et entrepreneur. Et je pense que vous savez à peu près tout. J'ai 51 ans. Très bien, merci Très les bel hommes âge. de vous être présentés. Nous allons continuer par les dames, honneur aux dames. Ah, c'est moi? Ok. Bonjour. Alors, je m'appelle Béni. J'ai 42 ans, j'aurai bientôt 43 ans. Je suis maman de 3 enfants, je suis entrepreneur, je suis mentor, activiste parce que je milite pour que les femmes aient plus de droits dans la tech, mais aussi dans pas mal de sujets. Donc, et puis voilà, je suis d'origine congolaise. Non, je suis congolaise et je travaille entre la France et le Congo. Voilà. Merci Béni. Nous avons l'honneur et le privilège d'avoir des dames merveilleuses qui sont connectées sur Internet via Zoom. Je vais vous laisser vous présenter, nos chères dames. Vous nous entendez? Vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez vous présenter au niveau de Zoom, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors bonsoir à tous, moi c'est Siama Bilanzila. Professionnellement, je suis à la cour d'appel de Douai, donc au tribunal judiciaire de Lille. J'ai 17 ans de mariage et 5 enfants. Dans la tranche d'âge va de 25 ans à 9 ans. Voilà. Donc je suis heureuse d'être au milieu de vous ce soir. Merci Siama. Oui, les dames, vous pouvez vous présenter? Chers auditeurs et auditrices, excusez l'aléa du direct. Vous nous entendez? Alors, oui, je vous entends. Je prends la parole. Bonsoir à tous et merci encore pour l'invitation et surtout la vision
Merci beaucoup. Je suis honorée d'être votre interlocutrice ce soir et surtout votre modératrice. Je suis Ingrid, tout simplement. Je vais être simple ce soir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Durant la première édition, nous avons abordé plusieurs sujets. Du moins, ce sont les femmes qui se sont exprimées sur un certain nombre de sujets, notamment les clichés, le regard sur le corps des femmes, le silence face aux violences, le pouvoir, la peur de la liberté féminine et la transmission. Et durant les 6 jours qui se sont écoulés, où les hommes ont pris la parole, les hommes ont reconnu les mécanismes et les femmes ont mené des blessures. Les hommes ont parlé, ils ont parlé de liberté, ils ont parlé de peur, ils ont parlé de pouvoir, ils ont parlé de contrôle, ils ont parlé d'héritage, ils ont parlé de responsabilité. Ils ont parfois reconnu, ils ont parfois analysé, parfois estimé et surtout conseillé. Donc ce soir, nous ne sommes pas là pour savoir qui a tort et qui n'a pas tort, mais plutôt de savoir si nous pouvons tous ensemble avancer, si nous pouvons avancer ensemble, si nous pouvons ensemble bâtir un monde juste. Voilà pourquoi ma première question va droit vers les hommes. Je vais poser la même question aux femmes, mais je vais commencer par les hommes. Alors, on regarde les 6 épisodes abordés. À votre avis, chers hommes, ce soir, qu'est-ce que les hommes devraient arrêter immédiatement? Premier volet de ma question. Et deuxième volet de ma question, que devez-vous commencer dès demain? À qui s'adresse la question, Ingrid? La question s'adresse à vous les hommes. Alors, je vous laisse la latitude de pouvoir choisir qui commence. Eric, vas-y. Audrey. Pourquoi je m'y attendais? Alors, qu'est-ce qu'on doit arrêter Alors, la question est de savoir, au regard des 6 épisodes qui ont été abordés, qu'est-ce que les hommes devraient arrêter immédiatement? Et que devraient-ils commencer dès demain? Vu que j'ai été désigné, donc je vais parler. Qu'est-ce qu'on devrait arrêter immédiatement? Plusieurs choses à l'arrêter, en vérité, mais je vais en dire juste une. Les clichés, les stéréotypes, se calquer sur des modèles qu'on a pu voir, des modèles qu'on a pu valider, au motif qu'on les pensait bons. Et ce qu'on devrait par-dessus tout commencer, c'est le renouvellement de notre intelligence. Merci Eric. Et toi Patrick, qu'est-ce que tu réponds à cette question? En fait, moi, j'irais sur... Ta question m'a fait penser à 3 aspects, Ingrid. Un premier aspect qui est finalement... excuse-moi, je vais répondre par une question aussi. Quel héritage est-ce que nous voulons laisser? Parce que tu sais que nous venons tous de backgrounds différents. Nous avons tous été construits au travers d'un certain nombre de schémas culturels, de schémas familiaux, des blessures. Et ça, c'est des choses que quelquefois, on ne prend pas le temps, c'est-à-dire de regarder dans nos relations, que ce soit des relations amicales, des relations mari-femme, là où qui sont souvent le siège où il y a beaucoup de friction, justement parce que c'est 2 personnes qui se rencontrent, qui doivent travailler ensemble, qui doivent avancer ensemble, qui n'ont pas pris le temps de revoir ce lien-là, parce que toute relation est bâtie sur une notion de lien, en fait. La deuxième question que je veux poser, c'est quel homme est-ce que nous voulons devenir demain? Est-ce que hommes et femmes, bien sûr, hein, parce que la question s'adresse aux hommes, mais c'est aussi des hommes et des femmes. Est-ce que c'est des hommes sur lesquels nous sommes libres de pouvoir exprimer nos émotions, des hommes qui sont libres de pouvoir être à l'écoute de leurs femmes, de leurs amis, des hommes qui sont libres de pouvoir construire quelque chose, une véritable relation d'échange, que ce soit en amitié avec leurs enfants, avec leur famille? Et la troisième question, c'est finalement, après qu'on ait vu l'héritage, celui qu'on veut devenir, c'est de se poser la question finalement, quelle relation on veut bâtir? Parce qu'au bout du bout, c'est la relation. La relation au travers
de dire aujourd'hui, sommes-nous prêts à laisser aussi, à pouvoir être vulnérables finalement. On a été bâti en se disant on doit être dur, un homme doit être dur, un homme ne doit pas être vulnérable en fait. Sommes-nous prêts à pouvoir nous ouvrir face à notre femme? Excusez-moi, je prends beaucoup la relation homme-femme, qui n'est pas la seule relation de ce podcast bien sûr, mais finalement, dans toute relation, comme je dis, on a besoin de créer une attache en fait. Parce que nous avons tous finalement deux fonctionnements différents. Et l'idée n'est pas de chercher à qui a raison ou qui a tort, parce que Dieu fait des choses tellement bonnes, il nous a tous créés interdépendants. Donc ce que la femme a, l'homme n'aura jamais. Et ce que l'homme a, la femme n'aura jamais. Donc c'est de dire comment est-ce que moi, au travers de ce que j'ai, je mets en valeur pour que l'autre puisse en profiter et recevoir aussi réciproquement finalement de la femme. Parce que c'est ça qui va nous grandir. On sait que la femme est très orientée sur l'émotion, sur la recherche du lien. L'homme, lui, va être très, très orienté sur la rationalité. C'est finalement quelle relation on construit au travers de ça. Voilà, je pense qu'on aura le temps de un petit peu d'en parler. Voilà. C'est très intéressant ce que tu es en train de poser comme question. Et justement, ça me pousse à te reposer la question que j'ai posée. Parce que du coup, la question est de savoir, ok, alors, après avoir identifié le fonctionnement de la femme, après avoir identifié le fonctionnement de l'homme, comme tu l'as si bien expliqué, hérité d'une éducation qui viendrait du cercle dans lequel on a grandi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut arrêter donc immédiatement pour vous les hommes? En fait, je n'irai pas en disant, je ne veux pas faire un débat homme-femme en fait, parce que finalement, ce qu'on doit ressortir avec aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on co-construit ensemble en fait. C'est pas de dire, parce que sinon, ça va encore créer un déséquilibre. Et c'est et la philosophie qu'on veut aujourd'hui, en fait, pour ma part, aujourd'hui en venant, c'est trouver finalement cette notion que Dieu nous appelle le vis-à-vis. Comment est-ce qu'on fait pour être au même niveau, voire pareil, avancer pareil ensemble, en acceptant nos différences, parce que finalement, nos différences sont nos fortes, en fait. On ne veut pas clowner des personnes, mais on veut que des personnes, au travers de ce qu'elles ont en elles, justement, puissent le mettre à disposition. Finalement, qu'est-ce que l'homme va arrêter? Parce que je vais répondre à ta question. Ingrid. On attend depuis. Hein. Ah oui, tout à fait. On attend depuis, en fait. Qu'est-ce que l'homme doit arrêter? Que devrez-vous? C'est simple. C'est A ou B. On devrait construire, voilà. On devrait chercher, je viens de le dire quand j'ai parlé du vis-à-vis, en fait, chercher à bâtir des choses, justement, de manière, comme je dis, de la coopération, de chercher de la coopération. Ok, donc les hommes, pour ceux qui nous entendent ce soir, ce qui est préconisé par Patrick, c'est coopérer avec les femmes. Écoute, coopération, écoute, voilà. Écouter les femmes, coopérer avec elles. Échanger. Et toi, Stéphane? Pour moi, de manière générale, en fait, en réalité, ce que l'homme devrait arrêter, je pense que c'est l'orgueil. Je trouve en fait que nous, l'homme, en fait, en réalité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très... c'est-à-dire que de manière générale, l'homme aime toujours montrer que vis-à-vis de la femme, il est... voilà, quoi. Et ça, je pense que c'est un énorme problème vis-à-vis de l'homme de manière générale. En fait, c'est vraiment l'orgueil. Et je pense que la chose, en fait, qu'on devrait apprendre à faire, du coup, demain, je pense, c'est d'apprendre à connaître la femme, en fait, en réalité. C'est-à-dire, en fait, que la femme a des besoins, la femme a des choses, etc. Et je trouve que c'est vrai que dans la plupart des couples, en fait, l'homme, c'est toujours c'est-à-dire que l'homme ne veut pas faire l'effort, en réalité, d'apprendre à connaître, en fait, la femme. C'est d'abord lui en premier et la femme, en fait, après. Et je pense qu'en fait, c'est un gros problème, en général, dans la majorité des couples, en fait, en réalité. Et je pense que c'est deux choses qui sont... Merci beaucoup, Stéphane. Je vois une dame qui est très, elle est dans un engouement. Voilà, je vais la laisser s'exprimer. Du coup, il s'agit de Béni, qui est en train d'acquiescer. Non, mais il est allé droit au but, en fait, c'est clair. C'est l'orgueil et puis l'égocentrisme, en fait. D'accord. Parce que c'est ça, en fait, c'est que les hommes, vous êtes, excusez-moi les hommes, hein, oui, tout, mais vous êtes beaucoup centrés sur vous-même. Donc, ce qui serait intéressant, c'est effectivement ne pas penser que le monde tourne autour de vous seulement, qu'il y a aussi d'autres personnes autour de vous. Et donc, l'idée, c'est de se dire, dans mon univers, j'ai quelqu'un ou j'ai d'autres personnes autour de moi, et donc, du coup, je partage et je m'ouvre aussi aux autres, et je laisse aussi les autres s'exprimer. C'est très bien, Béni, et ça tombe bien parce que je vais te reposer la même question, mais maintenant du côté des femmes. De la même manière, comme il a si bien dit,
il a si bien dit, Patrick, tout à l'heure, il ne s'agit pas ici de confronter hommes et femmes, il s'agit plutôt de trouver dans nos différences ce qui nous unit, ce qui nous permet en fait de pouvoir avancer ensemble. Et donc, je retourne dans la question aux femmes que nous sommes ce soir, à chacune de nous. Que pensez-vous que nous devrions arrêter dès aujourd'hui et surtout commencer dès demain? Oui, Béni? Alors, je commence. Alors, je parle pour ma paroisse ou je parle pour toutes les femmes en général? Les deux. En espérant que tu fasses partie des femmes en général. Bon, je pense que nous, les femmes, on est très émotives par rapport à certains... Enfin, on est très émotives en général. Après, c'est notre caractéristique, mais je pense qu'on est très émotives contrairement à l'homme qui, lui, va tendance à aller droit au but. Ça nous sert, mais ça nous dessert aussi. Donc, je pense qu'on doit arriver à canaliser nos émotions, parce que c'est important. Et puis, il y a un autre truc, c'est d'arrêter d'être en retard. Pour la petite anecdote, les dames sont arrivées en retard aujourd'hui et elles ont fait attendre les hommes longtemps. C'est pour ça qu'elles en parlent. Donc, moi, c'est les deux. C'est surtout l'émotion. On est très émotive. Et essayer de canaliser les émotions parce que, voilà, c'est important. D'accord. Donc, ce que tu préconises pour les femmes ce soir, c'est de canaliser les émotions. Oui, je pense. Aller droit au but. Siama, est-ce que tu peux nous dire quel est ton point de vue sur le sujet du coup? Alors moi je dirais qu'est-ce que les femmes doivent Elle devrait arrêter en tout cas. arrêter de suite. Oui. Je dirais qu'elle devrait arrêter de considérer l'homme comme un enfant. C'est-à-dire tout expliquer. Nous parlons, enfin moi, le mettre au même niveau que ses enfants. Et croire aussi qu'on peut vivre sans un homme, être complète sans l'homme, sans la vie de l'homme. Merci. Là, maintenant, qu'est-ce que... C'était quoi déjà la deuxième partie? Qu'est-ce qu'il faut Oui, donc commencer dès demain. Commencer de suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que doit commencer de suite? À faire confiance. Faire confiance à l'homme, le laisser faire. Et c'est sur les erreurs qu'on apprend. Et la faiblesse de... Il ne faut pas considérer en fait le manque de l'homme comme une faiblesse. Merci Siama. Et toi Vanessa? Qu'est-ce que tu en penses? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je salue toutes les précédentes interventions et merci encore à Ingrid d'avoir tenu à réaliser cette vision. Alors, pour répondre à ta question, je vais essayer d'aller dans deux volets. Donc, déjà m'adresser aux hommes et ensuite je parlerai pour la part des femmes. Si on veut vraiment construire cet avenir, vu que la question parle de construire ensemble et même si ça oblige à changer, est-ce qu'on veut vraiment un avenir ensemble? Si on peut vraiment construire cet avenir commun sans tomber dans le tribunal, comme tu l'as bien spécifié, signifié, souligné au début de ces échanges en disant que ce n'était pas le lieu pour s'accuser ou voilà, pointer du doigt. Donc si on ne veut pas tomber dans le tribunal de la religion, moi je dirais qu'il y a deux mouvements de bascule à faire. Premièrement, ce qu'un homme devrait arrêter immédiatement sans langue de bois, c'est de se sentir responsable du comportement, de la pureté ou de l'image de la femme à ses côtés. Je m'explique. Dans nos milieux aujourd'hui, quand je parle de milieu, c'est en général les chrétiens. Dans les églises, on a souvent mis, et même au-delà, hein, dans la société d'aujourd'hui, on a souvent mis sur les épaules des hommes ce rôle de
des gardiens. Et après, ça dépend des cultures, mais c'est beaucoup répandu. Je pense que c'est une image un peu traditionnelle qui n'a presque pas évolué avec le temps et qui tente même à se cristalliser en milieu chrétien religieux et qui finit par devenir en quelque sorte du contrôle. Pourquoi? Parce que dans les agissements d'un homme, on a l'impression, mais vraiment, quand on regarde, on analyse, en étant pragmatique et vraiment véridique, que c'est plutôt du contrôle en fait. C'est du contrôle de l'autre. Et la femme, très souvent, elle finit par avoir peur de sa liberté. Il y en a même qui vont se diminuer à travailler. Il faut travailler la douceur, il faut travailler la douceur, parce qu'une femme est en train de vouloir s'affirmer. Et ce qu'il faut arrêter net, c'est plutôt arrêter de penser que la valeur d'un homme, moi je m'adresse aux hommes ce soir, il faudrait que vous arrêtiez de penser que votre valeur se mesure à la capacité de votre femme à être conforme à un moule. Lequel des moules? Le moule que vous avez créé dans votre conception de c'est quoi une femme à vos côtés, c'est quoi une femme dans le foyer, c'est quoi une femme dans la société, c'est quoi une femme dans le mariage. Et ça va vous libérer d'un poids énorme. Je ne le dis pas pour nous simplement, mais c'est aussi pour vous. Ça va vous libérer d'un poids énorme et ça va redonner aussi à la femme sa pleine autonomie devant Dieu. Parce que lorsque Dieu dit que je vais créer une aide semblable à Adam, il n'est pas en train de dire que je vais lui créer une employée. Il n'est pas en train de dire que je vais lui créer une enfant ou bien quelqu'un qu'il va envoyer. C'était pas un animal. Il dit je vais lui faire une aide semblable. Or, qui est-ce qu'on vient aider? C'est dans quel contexte on vient aider quelqu'un? On aide quelqu'un qui a une faiblesse quelque part, qui a besoin de soutien quelque part. Donc à partir de ce moment-là, le rôle de la femme, déjà même au point de vue de la Bible, pour tous ceux qui croient en Dieu, les saintes écritures nous montrent déjà que la femme est pleinement autonome parce que Dieu l'a créée de manière à ce qu'en elle, il y a des valeurs intrinsèques qui viennent non pas pour dormir auprès de cet homme-là qui a été endormi, mais pour venir l'aider dans la mission qu'il avait dans le jardin d'Éden. Et ce qui devrait commencer demain, un homme ou bien, je ne sais pas moi, ce que vous devriez commencer demain, c'est plutôt de commencer à cultiver l'écoute active et la vulnérabilité. Je dis ça pourquoi? Parce que j'entends et réentends, même depuis mes 23 ans, je ne sais pas si c'est une capacité, un don ou bien c'est au fur et à mesure que j'ai grandi au milieu des personnes qui ont eu des foyers un peu tumultueux, que j'ai acquis une certaine sagesse, bien que les expériences n'étaient pas les miennes, mais j'étais au milieu de ces personnes-là. Les femmes ne sont pas beaucoup écoutées. Elles ne sont pas beaucoup écoutées par vous les hommes. Elles ne sont pas beaucoup écoutées, donc je pense que ce que vous devriez commencer à faire demain, c'est d'écouter, de pratiquer l'écoute active, non pas pour répondre, mais pour comprendre, et aussi de cultiver ce côté où vous vous laissez montrer tel que vous êtes. Si j'ai entendu, oui, la femme c'est les émotions, l'homme c'est le rationalisme, et souvent quand on parle de homme rationnel, tu vas entendre un autre homme qui va dire oui c'est le pragmatisme, mais moi je suis l'homme. Tu fais des émotions, frère. Tu es fait des émotions aussi. Quand tu pleures là, c'est l'émotion de quoi? Soit la tristesse, soit la peur, soit la joie. Donc tu es fait des émotions. Comment devant celle qui est censée t'aider quelque part où tu as des blesses, celle avec qui tu as décidé de faire chemin, construire une vie, une vision commune, tu vas faire le dur. Je parle mal, hein. Il y en a peut-être qui ont compris qu'il n'est pas la peine de jouer le dur et qu'il faut se laisser aller à la vulnérabilité, laisser sa femme voir aussi ce côté vulnérable là. On a appris aux hommes à mettre des solutions en tout temps, en oubliant qu'en fait ils sont à côté d'eux une personne qui a en elle des capacités divines. On va même pas d'abord parler du fait que peut-être la femme elle est allée dans des écoles où elle a pris des cours de développement personnel, des cours sur le mariage, etc. Déjà en elle-même, il y a des capacités. En chaque femme, il y a une capacité ou plusieurs possibilités, plusieurs potentialités, j'ai envie de dire, pour pouvoir être à côté d'un homme. Pas pour une personne active là qui va dire oui à tout, mais pour pouvoir apporter cette aide-là dans un domaine de faiblesse de l'homme. Et donc l'action concrète que moi je dirais... Oui, Vanessa, vas-y. Parce qu'il faut atterrir. Vous m'entendez? Oui, c'est ça, on attend justement l'action pour ta part. Une
ses projets personnels à lui, mais pour une vision. D'accord. Voilà. Et maintenant, du côté... Et ça fera en sorte que, il passera moins de temps dans la rigidité du je dirige, je contrôle, je dis, et puis on fait ensemble parce que moi j'ai dit, j'ai donné la direction. Non, on va être plutôt dans comme ce qu'il y a un des hommes qui a parlé de collaboration. Et c'est là même que le monde parle de mixité naturelle en fait. On va arrêter de forcer les choses avec des discours religieux du style ah madame tu comprends pas, il faut que tu te renouvelles avec l'intelligence, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Explique-moi, parfois tu ne comprends, mais je comprends pas ton comportement, il faut que tu renouvelles ton intelligence. Non, viens me voir, si tu ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu vis. Je ne comprends pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'expliquer avec des termes qui vont me permettre moi de comprendre. Donc Vanessa, tu es en train de... En fait, si je récapitule, parce qu'on se rend bien compte que c'est un sujet qui te tient à cœur. Très passionné. Alors, je crois que ceux qui sont en présentiel ce soir voient effectivement que c'est un sujet qui te prend au trip, si je peux m'exprimer comme ça. Et comme on disait tout à l'heure, le but c'est vraiment de pouvoir permettre à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous voient de ressortir de nos échanges avec des clés concrètes, des clés concrètes et des clés pratiques. Alors, de ce que tu es en train de dire, moi ce que je retiens, c'est que les hommes en fait doivent permettre à la femme de jouir pleinement de sa place auprès d'eux. Et la question est aussi posée aux femmes, tu vois. Donc, à ton avis, toi, qu'est-ce qu'une femme en 2 mots, puisqu'on doit pouvoir avancer. Il y a Sophie qui doit parler aussi. En quelques mots, dis-nous, pour toi, qu'est-ce que, en miroir à ce que tu as expliqué de la posture masculine, qu'est-ce que la femme, à son tour, devrait arrêter dès ce soir et commencer dès demain? Ce qu'il faudrait que nous les femmes nous arrêtions en général, c'est de nourrir déjà le complexe d'infériorité, qui est parfois très souvent déguisé en douceur ou en effacement spirituel au nom de la soumission. On ne peut pas demander l'égalité tout en agissant comme si on avait besoin d'un tuteur pour avancer. Ce qu'elle devrait commencer dès demain, c'est de devenir une véritable alliée qui propose et qui confronte avec amour, plutôt qu'une compagne qui subit, qui dit oui à tout ou qui manipule en silence pour obtenir ce qu'elle veut. Donc voilà, la posture ici, c'est d'équité de victime du système, si je peux le dire, à celle d'actrice du changement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Vanessa pour ton Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et merci Sophie d'être connectée, d'être présente ce soir. Nous allons te laisser la parole. Est-ce que tu étais déjà connectée quand on posait la question? Non, alors justement, moi je vais demander à chacun des hommes de m'expliquer rapidement ce dont ils ont parlé avant, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Puis après, je donnerai mon avis par rapport à ce qu'ils ont dit. Est-ce que chacun d'eux peut parler? Ok, en deux, Tu peux résumer. En 2 secondes pour elle. Oui, est-ce que chacun des deux peut dire? Alors je vais laisser Eric faire un récapitulatif des trois interventions masculines pour qu'on puisse avancer. Je pense que on commence très bien. Alors, bonjour Sophie. Je vais essayer fidèlement, vous me compléterez si je travestis vos J'entends propos. pas très bien. Donc je disais bonsoir Sophie. Je n'entends pas le son. Je n'entends pas très bien. Oui Sophie, vous m'entendez? Oui, allez-y. Très bien, donc je vais essayer donc de résumer ce que Patrick donc, a pu dire et également Stéphane. Je vais commencer par Stéphane parce que c'est lui qui a l'honneur de commencer à s'exprimer. Il me semble que Stéphane a parlé d'orgueil, qu'il fallait qu'on puisse faire taire et d'écoute. C'est bien ça, si j'ai bien résumé. Bon, Patrick a été beaucoup plus large, à telle enseigne que j'ai du mal à synthétiser. Mais grosso modo, il était à peu près dans la même approche, c'est-à-dire une approche constructive, où il parlait beaucoup plus de co-construire. C'est bien ça. Co-construire, coopération, écoute. Voilà. Et vulnérabilité. Et vulnérabilité, accepter sa vulnérabilité
Ce qui rejoint, je pense, également donc, le point de Vanessa. Donc, pour ma part, j'ai parlé de deux choses. Donc, grosso modo, j'ai dit qu'il fallait que l'homme arrête d'être une victime de son passé, je résume, et d'emprunter de nouveaux schémas, et notamment de penser à renouveler véritablement son intelligence, parce que c'est un enjeu capital. Voilà. Sans renouvellement d'intelligence, il n'y a rien qui se passe. Et maintenant, la question, Sophie, qui est posée à nous les femmes ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que la femme devrait arrêter dès ce soir et commencer dès demain. Alors en fait, je ne vais pas répondre à la question parce que en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Eric. Quand il parle de schéma, il a raison. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire entre les hommes et les femmes? C'est la répétition d'un schéma, voilà, qui se répète tout le temps, avec périodicité par rapport à ce qu'ils ont vécu et par rapport à ce qui va en dehors d'eux. Donc il y a le contexte historique et puis aussi le contexte familial. Donc Eric a parfaitement raison quand il parle de schéma. Après, là où je suis moins d'accord par rapport aux femmes et aux hommes, aussi bien les deux, parce que je sens quand même une petite tension ce soir. Donc je suis pas là pour punir. Mais les mots vulnérabilité, complexe, position d'infériorité, ça c'est, comme tout à l'heure j'ai parlé avec Ingrid avant de le voir, ça c'est une approche mais qui est relative. Cette approche, vous la percevez comme ça. Position d'infériorité, il n'y a pas de position d'infériorité. C'est l'autre, vous le percevez comme ça. Et pour comprendre l'autre, on n'a pas besoin d'être à sa place. Il faut être soi-même, ça c'est important. Donc, pour les hommes, vous avez votre pensée, les femmes ont leur pensée. Le but, c'est pas d'être d'accord sur tout, parce que ça sert à rien. Sinon, on est tous des moutons, ça sert à rien. Mais quand on emploie les mots complexes, infériorité, comme j'ai tout à l'heure dit, qui a dit que vous êtes inférieur? Qui a dit ça? Personne. Est-ce que les hommes ont dit qu'on est inférieur? Personne. C'est nous-mêmes qui pensons que, on croit que, et ça, ce sont des fausses croyances. Donc les fausses croyances, c'est ça plutôt qui nous mine et qui nous pose problème. Donc il n'y a pas une question de qu'est-ce que la femme doit arrêter, doit continuer, mais c'est plutôt d'écouter et d'entendre. C'est comme dit le proverbe, je regarde ce que je veux et je crois que ce que je veux. Donc là, en fait, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on a envie d'apprendre de l'autre? Est-ce qu'on a envie de l'écouter? Est-ce qu'on a envie de s'améliorer? Parce que l'autre, c'est bien, mais aussi, ça passe par soi-même. Donc pourquoi demander aux femmes d'arrêter ou aux hommes d'arrêter quelque chose? Pourquoi dans ce sens-là? Parce que je vois le monsieur qui est tout à il est comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle. Celui-là qui est tout à gauche, comment il s'appelle? Ah, moi, Stéphane. Voilà. J'aimerais bien discuter avec cette personne parce que au niveau de sa posture, je pense qu'elle a quelque chose à dire. Ah non, Je pense qu'elle a été, non, pas du tout. Hein. non, parce qu'en fait, vous êtes un peu tendu, donc moi aussi, je voyais. Moi, c'est ma perception. J'ai l'impression que vous êtes tendu ce soir, mais ça peut être faux. C'est ça que je veux dire. Tout est une question de perception. Là, par exemple, je peux surinterpréter en disant vous êtes bloqué, vous croisez vos jambes. Vous voyez, c'est des fausses croyances. Je pense que, je crois que. Et le but de tout ça, c'est de dépasser ces clivages, de dépasser ces fausses pensées, ces fausses perceptions, et de chercher vraiment pourquoi on communiquerait avec une femme, pourquoi on communiquerait avec un homme, pourquoi. C'est quoi le but? C'est pas plutôt qu'est-ce qu'on doit arrêter, mais quel est le sens de tout ça? Pourquoi cette réunion ce soir? Est-ce que c'est pour changer quelque chose? Est-ce que c'est pour faire passer un message? C'est quoi le but de cette réunion ce soir? Je demande ça aux hommes et aux femmes. Eh ben, je pense que la question mérite tout son sens. Hein. Donc, les hommes à vous l'honneur. À votre avis, est-ce que la question de Sophie a un sens pour vous? Je pense que elle a pleinement son sens. Parce que si on les réunit, c'est pour un but. C'est notamment pour avancer qu'il faut qu'on sortir d'ici. Qu'on ait, comme de sa part, en toute modestie, des solutions à proposer afin que les choses puissent avancer en fait. Autrement, ce sera réuni pour rien. Donc on cherche bien un but. Et véritablement, c'est chacun pour notre part, apporter donc des solutions qui sont les nôtres et qui vont permettre de faire avancer le schmilblick comme on dit. Ok.
Je suis tout à fait d'accord avec Sophie parce que la question, et ça j'ai tellement entendu ça, tellement vu ça, c'est l'opposé, l'homme et la femme. C'est un peu ce qui revient souvent. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu parler plutôt de moi j'appelais ça un peu les 3 piliers, pour moi, qui sont fondamentaux, hein, et qui finalement peuvent nous aider à nous co-construire ensemble, en fait. Non pas qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, mais surtout, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de l'héritage, en fait. Quel héritage je suis prêt à laisser aujourd'hui? Parce qu'on a tous un héritage, comme je disais précédemment, culturel, du fait de notre milieu, du fait là où on a construit. Chez nous, par exemple, un homme, ça doit être dur, un homme ne pleure pas. Voilà, c'est un héritage culturel. On a un héritage aussi familial, finalement. J'ai toujours vu mon père faire comme ça avec ma mère. Voilà, demain, je reproduis ça, en fait. Et puis, en outre, on a aussi des blessures. Des blessures parce qu'on vient tous des milieux où on a été blessés. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à identifier, j'en parlais, c'est une anecdote, on échangeait d'ailleurs avec mon épouse, où d'ailleurs, moi j'ai identifié ma blessure, elle aussi elle a identifié la sienne, tant mieux d'ailleurs, où on voit en regardant par exemple, quelqu'un qui va avoir par exemple une blessure de la trahison, va avoir tendance à chercher plutôt des gens très fiables, tu vois, ou quelqu'un qui va avoir la blessure d'injustice, lui, il faut que ce soit juste, jusqu'à pousser même parfois la relation, en fait, si on ne prend pas conscience de ça, parce que c'est des choses, finalement, qui nous ont bâtis et qui peuvent casser nos relations aussi. Et en deuxième lieu, je parlais notamment, c'est finalement, qui est-ce que nous voulons devenir? Qui est-ce qu'on veut devenir? Est-ce que j'accepte aujourd'hui, nous, par exemple, des hommes, d'être des hommes qui sommes libres d'affirmer nos émotions, d'affirmer notre vulnérabilité, et des femmes aussi, des femmes libres d'être des femmes fortes finalement, des femmes fortes de donner leur avis, des femmes, tout à l'heure j'ai entendu parler, la femme est laide, mais non, il faut arrêter avec ce mot-là. En fait, la femme n'est pas laide, elle est son vis-à-vis. La femme aussi a quelque chose à construire en fait. Parce que ce mot va beaucoup galvauder les choses, en fait. C'est comme si tu viens aider l'autre pour réussir. Mais non, toi, tu viens aussi pour que vous construisez, vous coopérez ensemble pour pouvoir créer quelque chose de bien. Et ce mot-là, je pense aussi, quand je pense souvent, ce que nous voulons, quand je parle de ce qu'on veut entretenir, c'est aussi faire attention à ces mots-là, justement, qui sont des choses qu'on nous a rentrées dans le cerveau de façon à ce qu'on dit, mais elle est là pour m'aider à construire ma vision. Mais non. Tu vois, c'est ce genre de mentalité. Et le troisième point, je disais tout à l'heure, finalement, d'avoir des relations, de construire d'autres types de relations, en fait. Des relations construites sur une confiance mutuelle, des relations construites sur de l'écoute, des relations construites sur de l'échange, en fait. C'est ça, aujourd'hui, pour moi, la vraie question. Ce n'est pas de chercher si l'homme ou la femme a raison ou a tort, en fait, puisqu'on est amené à vivre ensemble, en fait. Ça, et même, j'ai bien aimé tout à l'heure, parfois on peut être d'accord, on peut être d'accord en fait. Il faut être libre avec ça en fait. Ouais. Ça arrive qu'on soit d'accord, on peut être d'accord, mais on avance quand même. Vous regardez les débats télé, ils débattent pendant des heures et des heures et des heures. Ils ne sont pas d'accord à la fin, ben, ils se saluent, ils s'en vont. Mais on a l'impression qu'on a du mal à accepter d'avoir une opinion différente. L'opinion différente fait grandir et apprenons à gérer les conflits en fait. On ne nous a jamais appris à gérer les conflits. C'est ça, le conflit, il n'y a rien qui fait progresser plus que le conflit, parce que le conflit nous pousse à rentrer. Attention, il faut distinguer conflit et violence. Conflit, c'est une opposition de position. On n'est pas sur la même position. C'est ça le conflit pour moi. Quand ça rentre dans la violence, ce n'est pas un conflit pour moi. Voilà. C'est pour ça que je préfère distinguer les deux choses. Voilà. Et toi, Stéphane, avant qu'on passe à un autre sujet, du coup, Stéphane? Il a quasiment tout dit, hein, Patrick. D'accord. Donc en fait, moi, si je dois résumer, moi, je vois 3 pensées qui se sont exprimées de manière globale. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure, il y a Siama qui a dit tout à l'heure, il faut qu'on arrête de voir les hommes comme des enfants. Ça, pour moi, en tout cas, c'est une phrase qui m'a marquée. Je vais d'abord citer les trois sujets qui ressortent de cette longue discussion un peu sulfureuse, je dirais. Donc, les femmes doivent arrêter de voir des hommes comme des
les enfants. Deuxième chose, nous ne devons pas chercher à savoir qui a tort et qui a raison. Ça, et c'est la raison, c'est la raison même principale de nos échanges ce soir. Et la troisième chose, on voit vraiment au travers de l'intervention de Vanessa, on se rend compte que, on l'a dit, hein, on ne fait que le dire là, on se rend compte qu'il y a un héritage. Il y a un héritage qui a été bâti, il y a un héritage qui a été construit, tant du côté de la femme que du côté de l'homme. Maintenant, la question pour moi est de savoir, ou du moins, est à l'issue de ces échanges que nous avons ce soir, de pouvoir déconstruire ensemble ces stéréotypes qui nous ont été inculqués, voire imposés par les circonstances. Ça, c'est la première chose. Et donc, partant de ces trois éléments, j'aimerais avancer. Je vais poser une question. Parce que là, on est en plein dans la période de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, on parle des droits de la femme, on parle de la place de la femme, on parle très souvent d'égalité. Alors, en termes d'égalité, qu'est-ce qu'on entend par égalité ce soir, de votre point de vue, chers hommes, ce soir? Qu'est-ce que vous entendez par égalité? Et j'aimerais aussi entendre j'aimerais entendre des femmes, ce qu'elles entendent elles aussi par égalité. Mettons en perspective le fait qu'on a besoin de déconstruire ce que nous avons hérité et que nous avons bien compris, qui ne font pas avancer les choses. Les femmes, honneur aux femmes d'abord. Non, vous les hommes, vous êtes à l'honneur ce soir. D'accord. Du moins durant le podcast de la saison 2. Stéphane, t'intéresse puisque tu Pour n'as vous, pas beaucoup. que signifie égalité en fait? Pour moi, égalité, en réalité, c'est-à-dire qu'on doit avoir les mêmes droits, en réalité, dans tous les sens du terme, en réalité, c'est-à-dire, que de la même manière que moi, j'ai le droit de faire ci, les personnes ont le droit aussi de faire cela aussi. C'est vrai qu'en dans la société, en réalité, quand on regarde, c'est-à-dire que entre l'homme et la femme, on voit qu'en les droits ont rarement, été égaux, en réalité. Et pour moi, quand je parle d'égalité, principalement, c'est plutôt en termes de droits. Après, quand tu parles du coup d'égalité, est-ce que l'égalité c'est dans le couple, est-ce que c'est dans la société ou c'est dans sa quintessence humaine, en fait. Parce que comme tu parlais tout à l'heure des droits, ce seront les droits qui seront droit au travail, au truc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au niveau d'un poste, par exemple, au niveau du travail, par exemple, un homme du coup a des compétences, une femme a des compétences aussi. Pour moi, compétences égales, et c'est-à-dire au niveau du salaire aussi, de la même manière que l'homme a droit à ce salaire-là aussi, la femme aussi doit avoir aussi le même salaire-là aussi. En réalité, on ne doit pas faire de différence parce que elle, c'est une femme, elle doit être moins payée qu'un homme. Moi, je parle plus à ce niveau-là. Pour moi, l'égalité, c'est les mêmes droits, les mêmes choses, et être traité de la même manière, en réalité, sans forcément faire attention au sexe de la personne. Ok. Merci, Stéphane. Est-ce que vous avez quelque chose, vous voulez rebondir sur le sujet ou pas? Tu voulais dire? Non, dans le terme égalité, c'est vrai qu'on parle de droit, ça c'est le package. Je veux surtout dire aussi, pour moi, l'égalité, c'est pouvoir accepter la différence aussi, en fait. Accepter que l'on puisse aussi accepter que la femme peut avoir des points de vue différents du sien, que la femme peut avoir une vision aussi différente, et surtout l'égalité pour moi, c'est que la femme puisse être libre aussi de pouvoir exprimer ses émotions sans avoir à avoir de la culpabilité. Je vois beaucoup on dit oui, mais elle, maintenant, ça y est, elle se prend à la place de l'homme. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire que la femme a aussi le droit de se développer, en fait. Tu vois, pour moi, c'est ça surtout, assumer qui elle est, la différence qu'elle a, c'est qu'elle représente, en fait. Au-delà, bien sûr, il y a les droits, comme Stéphane a dit, mais c'est surtout, aujourd'hui, le vrai débat, c'est surtout accepter cette différence-là. Parce qu'on a beaucoup du mal parfois à accepter la différence, accepter par exemple que ma femme puisse me donner son avis sur un certain sujet où je me dis c'est à moi de trancher. Mais non, en fait, il y a des sujets, si c'est elle qui a la meilleure expertise,
Vous imaginez, en fait, finalement, ce terme d'égalité vient même aider l'homme, pour moi. Parce que vous imaginez un homme qui se dit, je suis seul au volant, je représente 50% et je suis en train de refuser 50% d'avis à côté. Vous imaginez ce quoi il passe à côté? L'égalité, pour moi même, ça va plus loin. C'est aussi pour aider l'homme à pouvoir construire quelque chose avec la femme de plus grand, en fait. C'est accepter cette différence, pour moi, cette égalité. Au-delà, bien sûr, des droits qui sont laissés au même niveau et tout, mais c'est accepter sa différence, pour moi. Donc, tu as parlé de quintessence tout à l'heure, et je pense que je vais parler avec ma casquette de juriste. C'est que selon la Déclaration des droits de l'homme, les hommes et les femmes, les hommes naissent égaux en droit. Et ce qui garantit les choses, en tout cas dans la société, c'est le droit. Donc quand on parle de si on appliquait cela, si c'était appliqué dans les faits, il n'y aurait pas tous les problèmes, on ne serait même pas là en fait. Donc on se rend bien compte que du point de vue de ce qui est censé régir le fonctionnement de la société, donc le droit, il y a déjà quelque chose qui est bafoué à la base. Donc c'est écrit dans les textes, mais c'est pas appliqué, c'est-à-dire c'est pas effectif. Le vrai problème, il est là, c'est que on a écrit les choses, on les a coulées dans le marbre ou dans le béton, c'est selon qui verra. Mais à la réalité, que ce soit dans le fonctionnement de la cellule la plus importante qui est celle de la famille ou des institutions, on voit bien que c'est pas appliqué. On est obligé de dire qu'on va mettre en place des lois pour qu'il y ait égalité de salaire entre hommes et femmes. On voit bien qu'il y a toutes ces choses-là sont vues, perceptibles aujourd'hui. C'est simplement parce que ce qui est déclaré de manière universelle, les hommes naissent égaux en droit, n'est pas appliqué. C'est tout. Maintenant, à partir du moment où on voit ça, on essaie d'apporter des solutions pour les corriger. C'est pour ça qu'on est là. Et pour moi, en fait, c'est même parler de simple fait de parler qu'on doit dire que l'homme est l'égal de la femme ou que la femme est l'égale de l'homme, c'est déjà une aberration en soi. Parce que c'est un fait, en fait. Un homme ne naît pas de manière différente de celle de la femme. Je voudrais revenir sur ce que tu disais. Parce qu'en fait, même pour les femmes de manière générale, je trouve que c'est important que ça soit clair aussi à ce niveau-là. Dans la notion en fait de responsabilité, en fait en réalité, c'est-à-dire en fait que de manière générale, bon, ça peut être à la fois culturel, quand on est religieux, à la fois biblique aussi, mais je me dis en fait que cette notion de responsabilité en réalité, parce qu'on se dit, par exemple dans un couple par exemple, que souvent on dit qu'effectivement l'homme est le premier responsable en fait du foyer. De manière générale. Et je me dis en fait, mais du coup, par rapport à cela, en fait, en réalité, au niveau de la femme, comment en fait elle doit... Parce que c'est pas évident, en réalité, même pour l'harmonie, en fait, du foyer. C'est très, très fort ce que tu dis. Non, je disais en fait par rapport à la notion d'essence de responsabilité. En réalité, je disais en fait que, par exemple, en fait, dans un couple, bon, je disais en fait qu'il y a aussi une grande part culturelle aussi, au niveau religieux et autres, que on dit souvent que le premier responsable d'un foyer, par exemple, c'est l'homme. On va dire de manière générale. Du coup, en fait, je me dis en fait au niveau de la femme, en fait, c'est-à-dire que c'est pas forcément en fait évident parce que même au niveau de l'harmonie, que je reprenais ce que je disais. En fait, ce que je disais, c'était par rapport en fait ma question, moi, c'était au niveau des sens des responsabilités. Je disais en fait que souvent, que ce soit au niveau culturel ou au niveau religieux, souvent en fait on dit en fait que l'homme est le premier responsable en fait en réalité. Et je me dis même au niveau de la femme, c'est pas évident en fait en réalité, même au niveau de l'harmonie, en fait au niveau d'un foyer. Du coup, la question que je posais à Patrick en fait, du coup en fait, c'est-à-dire que au niveau des sens des responsabilités en fait par rapport au fait que l'homme est le premier responsable, comment gérer cela en tant que femme en fait en réalité. Alors, excusez-moi, je vais faire une intervention, parce que je vais être obligée de partir. Comme j'en ai parlé avec Vanessa, en fait, se situe dans les injonctions. La femme doit, l'homme doit, c'est des injonctions. Et elles sont basées sur quoi? Sur rien du tout, parce qu'il n'y a pas de fondement dessus. Et ça crée un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on parle d'égalité, mais en même temps, pour qu'il y ait égalité, il faut qu'on voit que... Alors, comme disait la personne à droite Eric, effectivement, il y a l'égalité juridique, les droits de l'homme et tout ça, ça c'est exact. Le problème de l'égalité, c'est pour la définir. Il y a l'égalité naturelle, puis il y a l'égalité artificielle, créée par l'homme. Et vouloir à tout prix l'égalité, est-ce que c'est pas quelque part renoncer à qui on est? Parce que si la personne en milieu, tout le monde est différent, pourquoi vouloir que... C'est ça. À quoi ça sert? Est-ce que tu peux
rebondir justement sur la question, du coup. Pour toi, c'est quoi l'égalité? Du point de vue de la femme, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité, finalement? Alors, l'égalité, c'est un peu comme Stéphane l'a dit, en fait. Théoriquement, l'égalité, c'est le fait d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi, du coup. Les mêmes droits et les mêmes devoirs. Sauf qu'on se retrouve dans une société où, aujourd'hui, on est encore en train de militer pour l'égalité. Moi, par exemple, comme pour certains le savent, moi, je suis dans une ONG internationale, donc je suis membre dans une ONG internationale où on milite pour qu'il y ait plus d'équité. Parce que, bon, finalement, on se dit que peut-être que l'égalité, on ne va pas forcément l'atteindre. Donc, on se dit peut-être qu'on peut avoir quelque chose de plus équilibré. Pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech, par exemple. Ça, c'est dans le domaine technologique. Mais il n'y a pas que la tech, en fait. Hier, par exemple, j'étais en train de suivre des nominations dans mon pays, des conseils d'administration. J'ai vu que sur 20 noms à peu près cités, il n'y avait qu'une seule femme. C'est ça, c'est pas possible, quoi. Dans un pays où, c'est marqué dans la Constitution qu'il y a la parité homme-femme doit être de 50% dans des postes à responsabilité. Donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment pouffé un pic de colère, et puis quand je pousse, généralement je poste sur mon statut WhatsApp et il y a beaucoup d'autorités qui regardent, des gens de mon pays qui regardent, qui me disent waouh, c'est fort quand même. Oui, c'est fort parce qu'aujourd'hui, malheureusement, que ce soit pas seulement en Afrique, mais même en France aussi, parce que c'est le même sujet, dans les conseils d'administration par exemple, pour parler de ça, il y a des conseils, il n'y a pas de femmes, quoi. Donc, les personnes qui avaient milité depuis des années pour que les femmes aient le droit, ne serait-ce que de voter ou ne serait-ce que de travailler, j'ai l'impression qu'elles ont fait ce travail-là pour rien. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve, enfin pour rien, pas vraiment pour rien, mais donc je te vois faire ça, mais c'est pas que pour rien, c'est que aujourd'hui on se retrouve dans une société où on est en train de militer pour les mêmes choses. Moi, j'ai rencontré une mamie qui me disait, il y a 50 ans, je militais pour des choses que mes petites filles aujourd'hui sont en train de militer. C'est juste pas possible, quoi. C'est aberrant. Donc, comme aujourd'hui, la société, il faut le dire, elle est quand même tenue par les hommes. Quand même. Dans beaucoup d'endroits, ce sont les hommes qui tiennent. Et en fonction, comme Patrick l'a dit maintenant, du background dans lequel on vient, il y en a pour eux, l'homme c'est le mâle, c'est lui qui doit dominer, donc du coup c'est lui qui doit décider qui je mets et qui je mets pas. Et donc pour ces hommes-là, pour moi il faut une éducation. Et dans certains pays, on appelle ça la masculinité positive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce concept. Oui. Voilà. Donc il y en a certains qui appliquent la masculinité positive, c'est-à-dire il y en a qui suivent des cours. J'ai vu ça au Rwanda par exemple. Nous, notre président au Congo, on l'appelle le champion de la masculinité positive, même si, bon, c'est pas du tout le cas, franchement, je suis désolée. Mais faut couper cette partie. Couper cette partie, sinon je vais me faire arrêter. Mais non, c'est pas lui le problème, mais c'est le problème, ce sont les gens qui tiennent la société, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il faut une éducation auprès de ces hommes-là. Parce qu'aujourd'hui, si on continue à fonctionner tel qu'on fonctionne, on ne va pas arriver à l'égalité tant recherchée. Parce que, il y a un autre exemple. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec une amie qui est consultante dans une entreprise. Elle travaille pour un client au Moyen-Orient. À compétences égales et à travail égal. Pour un autre consultant, pour le même client, ils travaillent pour le même client, donc ils font exactement la même chose. La différence de salaire est de 300%. Alors, je vais plutôt conclure, je vais chuter parce qu'on va avancer. Ce que je disais, c'est qu'à compétences égales, à prestations égales, c'est exactement le même client, ça fait 10 ans qu'il travaille. Et en fait, comment elle a découvert? Il y avait une erreur de logiciel qui lui arrivait, elle, sur sa page, et en fait elle a découvert qu'en fait, je sais pas comment elle l'a fait, c'est un logiciel SAP pour ceux qui connaissent, donc, du coup elle s'est retrouvée en fait avec elle a vu la différence de salaire était énorme. Elle m'a dit mais qu'est-ce que je fais? Si je vais me plaindre auprès du client, je perds mon client. Si je me plains pas, c'est inadmissible, c'est pas en accord avec ce que je fais aujourd'hui. Je milite justement pour que les femmes aient des droits égaux. Donc voilà, pour moi, il y a cette notion-là. On va toujours se battre. Je pense que 50 ans plus tard, on sera toujours au même débat si, en fait, il n'y a pas cette notion d'éducation, de sensibilisation. Quand je dis éducation, c'est vraiment de sensibilisation
auprès de ces hommes qui tiennent encore la société, enfin je pense, parce que c'est le cas de le dire, qui tiennent encore la société et qui ont ce côté égoïste et entre guillemets macho pour certains, qui ne veulent pas laisser la place à certaines. Donc il y a vraiment cette notion d'éducation, de sensibilisation. Et puis aussi du côté des femmes, c'est aussi se dire on va prendre notre place. C'est-à-dire qu'on est comme quelqu'un le disait, on n'est pas là juste venu pour exister, accompagner les gens sur la terre. Non, on est là aussi pour prendre la place. Donc sur des sujets par exemple où on ne se sentait pas forcément compétente ou on n'avait pas forcément la place, il faut y aller, faut y aller. Par exemple, on dit oui, mais une femme elle ne peut pas être pasteur. Non, elle peut pas être pasteur. Une femme peut pas être ingénieure. Si, elle peut être ingénieure. Une femme ne peut pas être présidente. Si, elle peut être présidente. Voilà. Et pour rééquilibrer tout ça, en fait, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Alors, tout le monde ne peut pas faire toute chose, mais tout le monde a des dons, talents, compétences pour faire les choses pour lesquelles elles sont appelées à faire. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Du coup, Vanessa et Siama, justement, sur le sujet de l'égalité, est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer ce que vous en pensez? Un homme qui bat sa femme, aujourd'hui, il y a une loi qui interdit. On protège la femme, on protège les enfants, les lois sont là. Mais maintenant, au niveau de la relation hommes et femmes dans le foyer, l'égalité, cette égalité-là, qui la gère vraiment? Et comme disait Vanessa tout à l'heure, en plus, s'il y a Dieu, c'est dur. Alors, s'il n'y a pas Dieu, c'est encore plus compliqué. Donc, pour moi, en fait, c'est un débat sans fin. Et qu'il faut prendre le cas pour cas dans le foyer. Et la société, les droits sont là. On va militer, continuer à militer. Mais il y a des choses qui ne changeront pas aujourd'hui. Il y a des choses qui vont changer au niveau de nos enfants, etc. etc. Donc voilà un peu. Pour moi, c'est un débat vraiment sans fin. Et il faut être patient pour changer les mentalités. Nous, en Occident, on a énormément avancé. En Afrique, ils sont bien loin derrière. Donc il faut s'y reconnaître que oui, il y a certaines lois qui ont avancé. Qui sont un peu plus complexes, qui prennent le temps, mais ça demande aussi le changement, l'acceptation. Et comme je disais à Vanessa tout à l'heure, le gros problème qu'on a tout simplement, c'est qu'on a quelqu'un qui est assis sur un trône et qui refuse de partager. Je parle au niveau, dans le foyer, pas dans la société. Vraiment, dans le foyer, moi je parle, c'est une loi que j'emmène dans le foyer aussi. Parce qu'on parle pas souvent de l'égalité dans le couple. C'est plus dehors les lois, la femme et autres. Mais dans le foyer, c'est plus complexe. Donc voilà. Justement, Siama, je reste encore sur ton intervention. Quand tu dis égalité dans le foyer, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Donc, dans ton approche,
faudrait que l'homme et la femme soient au même pied d'égalité pour pouvoir prendre des décisions. Je l'entends, hein. Vraiment, là aujourd'hui, je prends la posture juste de la modératrice. Non, pas vraiment. Non, elle n'a pas dit ça. Ce serait quoi? Pas qu'ils sont sur avoir le même point d'avis en fait. Non, pas le même point d'avis, mais au même point d'égalité, Faut c'est-à-dire... accepter le point de l'autre. C'est ça. En fait, le point de l'égalité, je l'emmène même au niveau de vouloir changer l'autre. Oui. J'ai toujours dit ça. Lorsque dans un couple, on veut lui, il fait ça, il a fait ça, il fait pas ceci. Et de l'autre côté, elle est comme ça. Et un jour, je me disais, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est que l'autre devienne nous. Si moi, je transforme mon mari en tout ce que moi j'ai besoin, ben, ça devient moi en fait. Et c'est moi qui règne dans le foyer. Donc lui, il n'existe pas. Il n'existe plus en fait. Du coup, je veux qu'il devienne moi. Alors que cette différence est une force. Et dans C'est ça. l'égalité, Ingrid, pour répondre à ta question, c'est juste être complémentaire en fait. Ok. C'est-à-dire que tu proposes un avis, je suis d'accord, j'argumente sans pour autant s'énerver ou imposer à l'autre ou refuser toutes les propositions qui viennent de l'autre en fait. Ok. Alors, C'est pas c'est... Ah oui, oui, totalement, totalement. En fait, moi, je résumerais ça à l'égalité, l'égalité des chances et la complémentarité des droits. Dans le sens où, en réalité, même les êtres humains, je veux dire, dans leur, en tant que race, il y a des capacités, il y a des aptitudes qu'un être humain lambda peut avoir que je n'ai pas forcément. Je donne un exemple extrême. Nous sommes tous là, nous avons 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas tout cela, mais qui, pour autant, existent et arrivent à faire leur œuvre. Donc, partant du principe que... c'est pour ça que c'était important, en fait, la question de savoir c'est quoi l'égalité. Parce que parler d'égalité, est-ce que ça veut dire être au même niveau? Ou ça veut dire tout simplement reconnaître les capacités les uns et les uns des autres, et les respecter? Parce que quoi qu'on dise, il y a des choses pour moi, Siama, que tu pourrais faire que je ne peux pas faire, que j'ai envie ou pas. Et il y a des choses vice-versa. J'ai pris un exemple extrême pour que ce soit plus visible, pour qu'il n'y ait pas trop de débat. Mais donc le point finalement, c'est de se dire, maintenant qu'on a tous compris, on a vraiment pris le temps de discuter dessus, on a vu qu'on est différents, on a compris que il y a une part de responsabilité, une grosse part en tout cas, de responsabilité au niveau des hommes, dans la déconstruction de l'héritage finalement, de ce qu'ils ont reçu. Il y a cette part de responsabilité à avoir, et il y a aussi une part de responsabilité au niveau de la femme sur la prise de conscience de qui elle est véritablement, de ce qu'elle vaut véritablement, et de ce qui lui incombe de faire pour faire avancer les choses. Parce que c'est bien de se dire de loin, je veux que le monde avance, mais le monde avance le monde avance d'abord par soi-même. Je m'avance pour que le monde avance, parce que je fais partie du monde, et donc tous ensemble on avance. Si chacun avance individuellement, déconstruit les stéréotypes individuellement, je suis certaine que les choses avanceraient. Béni a parlé tout à l'heure de éducation, de sensibilisation, parce que nous sommes là ce soir, ne perdons pas les auditeurs, vraiment. Soyons le plus factuel possible. Nous voulons que les personnes sortent de ce débat avec des solutions qui sont rapidement utilisables, du moins qu'on peut facilement mettre en pratique, et qui sont rapidement scalables aussi, qu'on peut dupliquer dans toutes les sphères. Je vois bien que au milieu de nous, on a vraiment la sphère familiale qui prend toute sa place. Et on le comprend parce que tout commence dans la famille. Tout commence là où on est éduqué, là où on grandit, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'un foyer, je le répète encore. Il n'y a pas qu'un foyer de couple marié. Il y a la relation père-fille, frère-sœur,
patron, salarié, patron, patronne. En fait, c'est dans toutes les sphères. Et nous sommes là réunis ce soir pour parler de toutes les sphères, pas seulement de la sphère mari et femme, déjà. Et je pense que si nous prenons de la hauteur et que nous réfléchissions à des solutions qui peuvent être appliquées dans toutes les sphères dans lesquelles nous évoluons, on aura fait un grand pas ce soir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes chers, mes chers hommes et femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vanessa, tu n'as pas parlé. Est-ce que tu voudrais intervenir à ce sujet, s'il te plaît, en quelques secondes, hein? Du coup. Allô Vanessa, tu nous entends? Ah, pardon, mon micro il était éteint. Oui. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ok, bah écoutez, moi très rapidement, je veux nuancer le mot aide qui a été donné par Patrick. Il a défini ça d'une manière. C'est Patrick qui est au milieu, non? C'est ça. Bref. Oui, c'est ça. Lui, voilà, il dit qu'il faut plus utiliser ça. En un mot, pour lui, c'est un mot à bannir complètement du vocabulaire lorsqu'on parle des rapports hommes et femmes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la connexion. Ah ben, mon téléphone est en train de s'éteindre. Il est où mon téléphone? Elle est revenue. Il faudrait bannir de ce que vous appelez les croyances limitantes, et je crois Sophie aussi l'a dit, que c'était une croyance limitante de voilà, parler de complexe, etc. Donc c'est cette vision ou cette définition du mot aide qu'il faudrait bannir en voyant la femme, quand on parle d'aide comme une aide, on voit tout de suite la subordination ou bien comment on appelle ça, secrétaire ou un truc qui est en dessous de nous. Non, plutôt faut voir elle comme l'allié stratégique, comme une force de secours. Tu as pris l'exemple par exemple d'une voiture, quelqu'un qui peut faire le 50% sur le trajet pendant que toi tu fais les autres 50%. Justement, cette présence indispensable là qui est même au même titre que Dieu, qui a appelé le Saint-Esprit une aide, qui vient nous guider et qui vient nous aider dans nos faiblesses. Ok. C'est bon. Ok. Recording in progress. Donc, peu importe la sphère, ce serait de voir la femme porter porter un regard sur la femme, le même regard de valeur qu'on porte sur l'homme, que ce soit pour les projets, la voix qu'elle doit porter en réunion, la voix qu'elle doit porter au sein des églises. Il y a quelqu'un avec vous là-bas, une dame, je pense, qui a parlé du fait qu'une femme aussi a le droit d'être pasteur. On va toucher la sphère, l'aspect, moi j'aime pas dire religieuse, mais l'aspect des croyances chrétiennes. Sans C'était sur le cas. difficile, comme le dit Sabia, de passer à autre chose ou d'évoluer parce que c'est là depuis très très longtemps et que peu importe, aujourd'hui nous sommes là un peu pas liés, mais il y a plusieurs personnes qui ont mené ce combat là depuis très très longtemps. Si on arrive maintenant à voir l'avenir que nous voulons, comme la question thématique de ce soir, l'avenir que nous voulons entre hommes et femmes, pour pouvoir construire cela, moi je pense qu'il faudrait sortir de la lutte de pouvoir. Dans un partenariat pur où chacun est libre d'être pleinement soi-même, d'où l'argument que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faudrait se connaître soi-même. Tu connais qui tu es, tu connais quelles sont tes limites, ce que tu es capable d'accepter, tu connais quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, pour que tu ne te sentes pas dans une sorte de prison. Moi je pense que c'est là que la nécessité dont on parle aujourd'hui, partout même à l'Assemblée, qui va se révéler naturellement, sans qu'on ait tout le temps à faire pondre des lois. On passe des nuits en train de ressasser des conférences et des réunions, en train de ressasser, oui, il y a les hommes qui gagnent plus, la compétence égale, ils gagnent plus, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je chute sur le point de l'éducation et de la sensibilisation. Quand bien même, c'est un sujet qui ne va pas finir tout de suite. Peut-être que nos générations, comme l'a dit Sadia, viendront et vont peut-être apporter une évolution encore beaucoup. Donc, je vais quand même revenir, Vanessa, un peu pour éclaircir le terme aide. Parce que, pourquoi je parle de ce terme aide?
Parce que ce terme aide a été très très mal entendu. C'est pour ça que je préfère revenir sur la définition première du mot, que tu pourras aller vérifier quand on parle de ce mot-là dans Genèse, parce que Genèse nous enseigne quand même, Genèse 1 jusqu'à la chute quand même nous enseigne un petit peu quel était le plan initial de Dieu en fait. Dans le plan initial de Dieu, quand tu vas regarder le terme, quand il parle, là où on a dit aide, en réalité c'est du vis-à-vis en fait. Et c'est toujours ce que Dieu a voulu avec nous, en fait. Et moi, je pense que Genèse nous donne beaucoup d'enseignements sur la vision de Dieu, sur là où Dieu voulait, quel était le plan initial de Dieu avec l'homme et la femme. Regardons la relation que Dieu va bâtir avec nous. Quand il va nous dire, voilà l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire, Dieu aurait pu dire, il n'y a pas l'arbre de mal, en fait. C'est-à-dire, Dieu a besoin que nous soyons dans une co-construction, dans le libre arbitrage, c'est ça aussi. Hein? Le libre arbitrage nous amène vers ça, en fait. Dans cette relation, je vais continuer, ok. Donc, c'est pour ça que lorsque je parle bien, j'enlève expressement le mot aide, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ça, mais il faut revenir au sens premier. C'est pour ça que je disais, Vanessa, du vis-à-vis, qui est la définition première, en fait, de ce mot-là. Et dans quelle relation est-ce que Dieu veut nous amener? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de relation d'égalité. En réalité, on voit que l'égalité, c'est quelque chose de difficile à gérer, en fait. Finalement, c'est gérer finalement notre déséquilibre. Parce qu'on est en train de chercher un équilibre, mais l'équilibre n'existe pas, la réalité. Même pour ceux qui sont scientifiques ici diront, P plus Q égale à 0, ça n'existe pas. On dit ça se rapproche, en fait. C'est-à-dire comment finalement on réussit à gérer notre équilibre, en fait. Gérer notre équilibre, ça veut dire que nous devons apprendre à bâtir des relations qui se veulent matures. Des relations qui se veulent matures, c'est quoi? Ce ne sont pas des personnes qui se rencontrent deux personnes qui se rencontrent pour se compléter, mais deux personnes qui vont se rencontrer pour être libres, en fait. Libres de leurs différences, en fait. Libres de leur façon de penser, d'échanger, en fait. C'est à ça, en fait, que nous devons. Parce que la notion d'égalité, et je ne dis pas que les notions salariales, qu'il ne faille pas les regarder. Je ne dis pas ça, en fait. Mais je dis que, vous l'avez tous dit là, que pendant des années, on a recherché ce côté de dire comment on va essayer d'être au même niveau. La réalité, on voit que nous sommes différents. On ne sera jamais au même niveau, en fait. Non pas. Ce qu'on doit chercher plutôt, c'est de dire comment est-ce qu'on va chercher à ce que l'un ne soit pas en train de dominer sur l'autre. L'un ne soit pas en train d'appuyer l'autre, en fait. Là, on galvaude déjà la relation que Dieu veut entre nous, qui est le vis-à-vis. De toutes les façons, mon vis-à-vis, si je ne suis pas au même niveau, je ne peux pas le voir. Si quelqu'un est plus bas, je ne peux pas voir mon vis-à-vis. Et maintenant... Et maintenant, pour terminer, comme... Quand il parle de Genèse, effectivement, c'est ce que Dieu dit. L'image de l'image. On vous écoute, on vous écoute. On vous entend de l'autre côté. Ok, vous nous entendez? Là, on vous entend, Ok. mais on ne vous voit plus. Faut mettre en vedette. Ok. Tu me vois, Vanessa? C'est bon? On va avancer parce il est très, très... Comment ça... Vas-y, Patrick. Je ne sais même plus là où on était. Bon, bref. Ok. Donc, pour atterrir pour ma part et répondre aussi à ce que Stéphane me posait comme question tout à l'heure, sur la notion de finalement, il y a quand même cette question sur la responsabilité. On dit que l'homme est le responsable. Et moi, je reviens toujours sur la même chose, en fait. Bien que Dieu parle, même si dans les définitions, on a mis souvent l'homme est le chef, mais la relation que Dieu nous emmène, c'est quoi? Puisque finalement, Dieu, lui, veut une relation, en fait, entre l'homme et la femme. Et dans Genèse, il n'a jamais dit ça. Dans la relation que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est l'échange du vis-à-vis. C'est la codépendance, en fait. Tu es dépendant de l'un et dépendant de l'autre, en fait.
Et lorsqu'on a cette vision-là finalement, et même sa façon de voir par rapport à nous, ça nous enseigne beaucoup en fait. Aujourd'hui, certains appellent ça du leadership, d'autres appellent ça du discipolat, d'autres appellent ça... Il y a plusieurs noms, mais toujours est-il que le but premier, c'est que l'un ne doit pas dominer sur l'autre. Dès qu'il y a une domination de l'un sur l'autre, dans toute relation qu'il y a un dominant et un dominé, il y a de la souffrance. Et le but de Dieu n'a jamais été que nous souffrons, en fait. Il ne nous a pas créés pour la souffrance. Il nous a créés pour des relations qui se veulent conviviales, pour des relations qui se veulent accepter nos différences, en fait, simplement. Ok. Accepter parfois qu'on peut être indépendant aussi. Voilà, Alors, autonome. Moi, j'aimerais bien qu'on... Parce que pour moi, on a vraiment parlé de la théorie. Hein. On est vraiment dans la théorie. Excusez-moi de parler comme ça. On est dans la théorie. Pourquoi? Parce que, en vérité, édition Journée internationale de la femme, après édition, ce sont les mêmes constats, ce sont les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes orientations qui sont données. Et on se rend compte que 50 ans plus tard, on en est toujours au même point. Donc à un moment donné, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faudrait s'arrêter et se poser la question, pourquoi ça ne fonctionne pas, et éventuellement changer de stratégie. Éventuellement changer de stratégie. Alors en termes de stratégie, on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Ne pensez-vous pas que ce serait intéressant, avant de se dire ça va changer au niveau du Sénat, ça va changer au niveau de ceux qui prennent les décisions, de prendre en compte qu'on est avant tout responsable de nos propres vies, de prendre en compte qu'on est avant tout responsable de la direction qu'on donne à nos vies, et du fait qu'on soit de la conscience de notre responsabilité à la direction qu'on veut donner à notre vie, on peut changer les choses à notre niveau. De petits changements mis ensemble créent le grand changement. Parce qu'en fait, dans tout ce que j'ai entendu ce soir, on est vraiment dans la posture il faudrait que, mais la responsabilité individuelle n'a pas été abordée. C'est vrai que, évidemment, on a constaté qu'il y a de la misogynie, il y a en miroir à cette misogynie, il y a de la peur de la femme qui a oublié qui elle est. Et finalement, parce que pour être une victime, il y a deux types de victimes. Il y a des victimes qui, par ignorance, se retrouvent dans comment dire, elles se retrouvent dans ce statut de victime. Et il y en a d'autres, simplement parce que on est face à de la peur, on est face à la peur de changement. Il y a des personnes qui restent dans des foyers toxiques, qui restent dans des situations toxiques, juste parce qu'elles ont peur du changement. Juste parce qu'elles ne savent pas si elles pourront s'en sortir si elles sont toutes seules. Alors elles préfèrent, je parle des femmes, alors elles préfèrent maintenir une relation de dominé de dominant à dominé, pour assurer une certaine, je ne sais pas si je dois dire, un certain confort. En réalité, on est en train de discuter ici, assortir chacun, que ce soit l'homme et la femme, de sa zone de confort, pour changer les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Béni. Quel est ton point de vue? Moi, je voudrais qu'on sorte un peu de l'attente de ce que l'autre devrait faire pour que les choses avancent, mais plutôt se reporter sur nous-mêmes et voir qu'est-ce qu'on peut changer, nous, à notre niveau. Nous sommes aussi des personnes participant à une famille, à la construction d'une famille, à la construction d'une société, à la construction d'un frère ou d'une sœur, à la construction au bâtissement d'un enfant, etc. Nous participons à cela. Et donc, à notre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ta question, c'est plus sur la responsabilité individuelle. Exactement. Qu'est-ce que Parce que chaque personne... de la responsabilité collective, sans travailler à la responsabilité individuelle, pour moi, on attendra 100 ans. Oui, mais justement, cette responsabilité individuelle, tu conviendras avec moi que si 10 individus conviennent de changer, c'est la collectivité qui change. Exactement.
Voilà. Donc, cette responsabilité individuelle, oui, elle est importante. Justement, c'est celle-là qui va. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à des femmes qui votent, on est arrivé à des femmes qui travaillent, parce qu'en fait, à un moment donné, une personne s'est levée, 2, 3, et puis finalement, c'est passé en vote, etc. Donc, c'est aujourd'hui avec l'évolution de la société, c'est de voir en fait comment les choses évoluent et de réfléchir avec l'air du temps et de se dire, alors, on a encore hérité de beaucoup de choses du passé qui font que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société, elle est un peu tenue par les hommes, etc. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, chaque homme, alors, il y a un gros travail qui doit se faire, je pense, de la part de l'État aussi. Parce que là, il n'y a pas que les hommes et les femmes, mais il y a aussi au niveau des institutions, des gouvernants. En tout cas, au niveau de la sensibilisation. Tu vois, ça c'est important parce qu'on ne peut pas rester qu'au niveau des habitants. Pour moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, il y a un travail de sensibilisation au niveau des États. C'est pour ça que dans certains pays, comme par exemple la France, il y a c'est très bien le genre les débats qui se font, les débats qui se font dans les maisons de quartier, les débats dans les maisons de quartier, même les tenues de podcasts comme ça permet de déconstruire des sujets qui étaient parfois tabous. Donc ça aussi, et de prendre part à ce genre de sujet, c'est pas une perte de temps, mais c'est aussi qu'on vient participer justement à l'évolution du débat. Donc ça, c'est déjà une chose. Autre chose aussi, c'est de participer à des sujets de sensibilisation, mais ça passe aussi, comme je l'avais dit l'année dernière, la cellule familiale, elle est importante. Mais la cellule familiale ne va évoluer que si elle est exposée à certains faits qui vont l'imposer à évoluer. Par exemple, je donne un exemple sur les nouvelles technologies. Il y a 10 ans, par exemple, on n'avait pas de téléphone avec... on ne pouvait pas s'appeler, on n'avait pas WhatsApp, mais aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise WhatsApp. C'est très rare de voir que des personnes n'utilisent pas WhatsApp. Quand tu n'utilises pas WhatsApp, on te regarde, on te dit, mais comme ça se fait que tu n'as pas WhatsApp, comment tu fais pour communiquer? Tu vois, c'est toute cette technologie venue s'imposer à nous parce qu'en fait, on a accepté que voilà, ça fait partie de nos us et coutumes. Donc aujourd'hui, c'est pareil pour cette question d'égalité, enfin, pas d'égalité, mais cette question de société plus juste, où les femmes ont leur place, les hommes ont leur place. On ne dit pas qu'ils vont devenir égaux et que les femmes vont devenir des superwomen au-dessus des hommes. Non, moi, je ne suis pas forcément pour cette considération-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, chacun soit à sa place. Et donc, effectivement, c'est être exposé à ce genre de situation. Ça passe par la cellule familiale, mais ça passe surtout par la sensibilisation au niveau des gouvernants. Moi, je crois que l'État a un rôle important à jouer dans la société. Parce que quand l'État qui est fort, parce qu'on a des États aussi qui sont faibles malheureusement dans nos pays africains, pas tous, mais quand l'État prend son rôle de mettre en place des outils de sensibilisation, là on voit des choses. Moi j'aime bien le cas du Rwanda parce que c'est un cas où aujourd'hui on voit beaucoup de femmes. Désolée de le dire, je suis congolaise parce qu'on va me regarder et me dire ouais, tu parles. Non, il faut apprécier les choses que je vois. Stéphane qui me regarde, elle parle du Rwanda. Non, le problème c'est pas avec les habitants rwandais, c'est avec le système qu'on combat. C'est pas les Rwandais sont nos frères, sont nos frères quoi. Donc ce que je dis c'est que j'aime bien leur système parce qu'en fait ils ont mis en place un système de masculinité positive où les hommes sont exposés au fait que les femmes aussi sont des êtres humains qui doivent participer à la vie associative, à la vie de la société. Tu vois, c'est plus aujourd'hui on se retrouve dans un débat, ou même en 2026, il y a des coutumes, des cultures où la femme elle a rien à dire quoi. Elle doit se taire, tu vois. Ok, mais ça c'est des choses qu'il faudra faire évoluer aussi. Moi je suis pas très d'accord avec ça. Tu vois, donc c'est vraiment exposé à l'évolution de certaines choses. Pas tout prendre, mais exposer à l'évolution de certaines choses et se dire, voilà, ce sont des êtres humains qui doivent être pris. Mais surtout, le rôle de l'État est très important. Justement, en fait, oui, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Et justement, le point pour pouvoir faire changer les mentalités des institutions, il faudrait que les personnes qui ont compris ces choses se retrouvent dans les institutions. Exactement. Et pour pouvoir, c'est pour ça que je parlais de la responsabilité individuelle. Exactement. Et pour pouvoir accéder à ces instances de décision, il faudrait que le travail individuel ait été fait en amont, qu'on ait traversé ces stéréotypes, qu'on les ait déconstruits pour pouvoir faire ce que les autres ne font pas et atteindre
ce qu'on n'attend pas encore. Exactement. Hein, En pourquoi, fait, pour moi, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'un se ferait sans l'autre, mais plutôt, le processus commence d'abord par soi-même pour pouvoir avoir un impact dans le collectif. Enfin, il y a un homme qui veut... exactement. intervenir, Si je Ouais, peux je- juste compléter, juste pour donner un exemple concret, parce que là, on parlait vraiment dans l'abstrait. Je vais donner un exemple concret qui me concerne et qui me parle et qui peut toucher des personnes. Alors, moi, je fais partie de Women in Tech. Je ne fais pas la pub de Women in Tech, mais j'explique ce que je fais parce que ça a de l'impact au niveau des nations aujourd'hui. On fait du plaidoyer, on fait de la sensibilisation pour qu'il y ait plus de femmes qui intègrent les STEM, donc sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Et en fait, quand on fait de la sensibilisation comme ça, terrain, quand on parle aux jeunes filles, que ce soit terrain, nous on le fait par exemple pour RDC, en fait, on parle, on leur dit voilà, vous devez travailler dans enfin, vous pouvez travailler, il y a de la place pour tout le monde. En fait, on se rend même pas compte à quel point ça crée des déclics dans la vie de ces jeunes femmes-là. Et donc, du coup, moi, il m'est arrivé parfois d'arriver. On avait fait un événement à Brazzaville, au Congo. Où en fait j'étais speaker, donc j'étais keynote speaker dans un événement. Je parlais, je disais voilà que l'Afrique ne doit pas se construire seulement avec ses hommes, elle doit se construire avec tous ses habitants, ses hommes et ses femmes, et tout le monde a de la place. Et donc tu n'imagines pas l'engouement que j'ai eu après, des jeunes filles qui sont venues me voir, qui sont venues me dire mais en fait tu as tellement, en fait, ce que tu as dit, ça m'a tellement parlé. Dans ma famille, on m'a toujours empêché de faire certains. Mais le fait que tu aies parlé comme ça, en plus devant, et que tu as raconté ton exemple, ce que toi, tu as vécu, du coup, ça y est, c'est bon, je vais faire ça. Tu vois ? C'est ça, en fait. Donc, il faut parfois pas hésiter à prendre la parole, parfois à se mettre prendre la parole dans des endroits où on n'a pas forcément. Où on estime qu'on n'est pas forcément prêt à prendre la parole, mais il faut s'exposer, ou alors il faut prendre les opportunités quand on les donne, parce qu'en fait, on a cette responsabilité-là. On peut aussi créer l'opportunité. Oui, créer Moi, l'opportunité. je veux Voilà, aller c'est vraiment ça. plus loin pour Exactement. pour dire, pour pouvoir impacter ou bien faire changer les choses au niveau des institutions, justement, Exactement. il faudrait avoir cette prise de conscience. Là, je parle de femmes. Il faudra avoir cette prise de conscience qui nous pousse à changer, qui nous pousse à nous former, qui nous pousse à braver les limites. Et c'est ça qui va forcer les portes qui étaient fermées, qui va j'ai envie de dire, les ouvrir de force, en fait. Parce qu'à un moment donné, on devient indispensable. Exactement. Pour la société. J'ai un autre exemple, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et il y a enfin un homme qui veut intervenir. Merci Eric, je te laisse la parole. Alors, je vais rebondir sur le point que Béni a abordé. En fait, ça se résume en fait à une chose. Je tiens à ramener un point qui est très important. On a dit là où se construisait en fait, où se déconstruisaient les mentalités, les systèmes de pensée. On parle ici, le maître mot, je crois que moi aussi je peux résumer une chose, c'est éducation. C'est éducation. Il faut s'éduquer parce que ça va être le biais par lequel tu as vu. Dans ton exemple, il y a une jeune dame qui a vu faire, tout entendu, qui a écouté ton témoignage et qui soudainement a eu comme une lumière qui s'allumait dans son esprit, dans sa pensée, et qui lui a dit elle le fait, moi aussi je peux le faire. C'est-à-dire qu'elle est passée d'un cas où elle était quasiment dans l'impossibilité, elle envisage désormais le possible. Donc, et ça se passe où? C'est important de revenir à la scène familiale, parce qu'il est dit que la mentalité d'un enfant se bâtit entre 0, si on abuse, et 7 ans. Voilà. Donc, si on, parce que non pas que ça soit impossible après, ça devient simplement plus difficile. Donc, il faut commencer là où ça se bâtit, dans la cellule familiale, à travailler à ce que les mentalités se changent en fait. Moi, c'est le travail que je fais avec les enfants. Il y a des choses que quand il y a des choses, on discute, et quand il y a des choses, des apports du monde qui ne sont pas conformes à nos valeurs en tant que chrétiens, je les confronte tout de suite en fait. Et je les mets face en les laissant vérifier par eux-mêmes ce qui est dit, ce qui est enseigné, ce qui peut être traduit, ça peut même des fois être à l'école, où simplement on met des pensées qui ne sont pas conformes aux valeurs qui doivent être transmises.
Maintenant, si un enfant, toute sa vie, il a vu son père battre sa mère ou lui parler comme si c'était un chiffon, évidemment qu'il est fort possible que le lendemain, il est même très probable qu'il va répéter. Il y aura deux façons d'agir. Soit il va agir par rejet de ce qu'il a vu faire, soit il va agir en se conformant à ce qui a été fait. Et très souvent, c'est la phase 2 qui est prise. Donc, il faut travailler. Donc, si on veut parler de responsabilité individuelle, il est de la responsabilité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, moi, je n'attends pas d'une personne qu'elle vienne m'aider à accomplir la mission, la vision que Dieu m'a donnée, mais on est en co-construction, c'est-à-dire je l'aide à accomplir sa mission, elle m'aide à accomplir sa mission. C'est une question de vis-à-vis en fait. C'est avant tout une question de vis-à-vis. Et c'est là où on peut voir même que la notion d'égalité, je parle d'entre griffes, que cette notion d'égalité était dans la pensée de Dieu. Il a dit je lui ferai une aide. Il aurait pu s'arrêter à je lui ferai une aide. Il ne s'est pas arrêté à je lui ferai une aide. Il a dit je lui ferai une aide semblable. À partir du moment qu'il lui parle et de lui faire une aide semblable, ça veut bien dire que la personne en réalité, dans la pensée de Dieu, les deux êtres que j'ai créés sont égaux. Donc moi je pense que et donc ces personnes qui sont égaux dans la pensée de Dieu, quand je parle de la pensée de Dieu, moi je parle de ceux sur quoi je m'appuie. À partir du moment où on parle du principe qu'ils sont tous les deux individuellement responsables de transmettre cela en fait. Et moi je pense qu'on attend beaucoup de l'État, on attend tout souvent de l'État, surtout chez nous. L'État a son rôle, mais le problème est que si une fois que les portes du foyer, de la maison, de l'appartement sont refermées, l'État n'existe plus. Il faut dire ce qui est. L'État n'est plus là et il est donc de la responsabilité de l'homme et de la femme de transmettre les valeurs en fait. De la même manière, s'il faut raisonner au sein de l'écodime, de l'église ou je sais pas quoi, j'attends pas que ça soit le Impact Junior ou l'écodime, on appelle ça comme on veut, qui instruisent mes enfants. J'ai la responsabilité d'éduquer d'abord mes enfants, spirituellement parlant. De la même manière que pour l'école, je n'attends pas tout de l'école. Il est de mon devoir de m'assurer que les devoirs sont faits. Il est de mon devoir de veiller à ce que les choses se passent correctement. Voilà, et tout ça, ça fait partie, ça serait, vous allez résumer une chose, c'est l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Le maître mot, c'est l'éducation pour changer les mentalités. Si on ne s'éduque pas, on ne changera pas les mentalités. On va rester dans des concepts qui sont fumeux. On va parler, on reviendra ici parler 10 ans après, on n'aura pas avancé. Il faut véritablement que les mentalités changent et les mentalités se changent par l'éducation. Voilà. Mais je suis pas contre ça. Dans le même sens que Eric. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne nous a jamais formés à bâtir des relations en fait. On est rentré toujours, on part d'un système où on a vu ce que faisait le papa, on a vu ce que faisaient nos parents, nos oncles et autres, et on s'est dit que c'était ça le modèle en fait. Et c'est pour ça que parfois on rentre dans le couple, et puisque finalement c'est la relation qu'on a construite durant toute notre vie, et qu'on parfois on peut être des catastrophes, je le dis parce que moi je l'ai été, je le reconnais, et qu'à un moment donné il y a ce cri là, où je me suis dit non, je veux changer, non, je ne peux plus continuer comme ça, non, il faut que je puisse bâtir une vraie relation. D'abord parce que pour moi-même, parce qu'il fallait que je puisse comprendre moi-même ce que ça voulait dire être un homme, ce que voulait dire être un papa, ce que voulait dire être un mari, en fait. Et tu vois, juste ça, ça peut paraître théorique, Ingrid, mais beaucoup de personnes n'ont jamais été formées dessus. Ils rentrent dans le mariage et on lui demande d'être le responsable. Vous imaginez la pression, en fait. Le mec, il ne connaît rien à ce que c'est que gérer une famille. Il n'a jamais su. Qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit ce que lui il a su, il a vu voir, il a vu. Et parfois on lui dit, ben, regarde des modèles. Et parfois ces modèles même sont des catastrophes en fait.
Donc, une des choses aujourd'hui, si tu veux, du concret, en fait, c'est de former les hommes à pouvoir mieux gérer leurs relations. Moi, je parle pour les hommes, si tu veux. Mieux savoir, c'est comment est-ce qu'on gère une relation, en fait. Alors, Patrick, Oui. ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de dire, c'est que si on est formé par la mauvaise personne, parce qu'en fait, un enfant, il est formé au sein de sa famille, mais s'il est formé par une famille qui n'a pas les bonnes informations, qui n'a pas la bonne éducation qui ferait évoluer les choses, ben elle récolte en fait de la mauvaise formation. Ben oui. Donc quand on dit aujourd'hui, si j'essaye de reproduire, je fais un peu la politique de, voilà, mais je vais dans ce sens-là exprès, ça veut dire qu'on est d'accord que quand on dit aujourd'hui, il faudrait que les hommes soient formés, il faudrait que les formateurs des hommes qui doivent être formés soient formés. Ben oui, Ingrid, tu Voilà. fais bien de le Et dire. la question, parce qu'en fait, on reviendra aussi rebelote 10 ans plus tard, on reviendra aussi rebelote 10 ans plus tard avec des personnes qui sont encore broques parce qu'elles ont été formées par la mauvaise personne ou par de mauvaises approches en fait. Ben oui. Donc la question c'est comment garantir Ouais. la bonne formation, la bonne éducation, la bonne façon de faire. Moi, tu sais, il y a quelques indicateurs. En fait, déjà, il y a les indicateurs. Pour moi, en fait, moi aujourd'hui, lorsque quelqu'un me demande de reproduire à tout prix ce qu'il fait, moi je fuis. Parce que c'est comme si c'est me demander de renier qui je suis. Ça commence d'abord sur qui je suis, en fait. Il y a quelques petits indicateurs, en fait, qu'il faut avoir pour ma part aujourd'hui. Même si tu es mon mentor, même si tu es mon père, moi, tu dois me laisser aussi qui je suis, en fait. C'est important, en fait. Parce que qui je suis est unique. Qui je suis est unique, en fait. Dieu a voulu que je sois unique, en fait. Régner qui je suis pour pouvoir me clowner à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est un indicateur. Déjà, c'est déjà un clignotant, là, a dit. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, aujourd'hui, il y a quand même, heureusement, on est dans un monde où on a tellement d'informations aussi. Il y a moyen de pouvoir se renseigner aussi sur Internet, sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Moi, pour ma part, j'avais été chercher dans la relation d'aide, en fait. Parce que je voulais d'abord moi-même guérir, en fait. Je suis malade, et je pense que je suis toujours au chemin. Parce que c'est quelque chose, tu imagines, on dit ça s'est construit à 7 ans. J'ai 45 ans, je imagine. Tu imagines tout ce qui a été construit, tourner. Il faut déconstruire tout ça, en fait. Ça prend du temps, en fait. Tu vois? Et puis, derrière, maintenant, accepter de dire que, voilà, il faut que je fasse le pas. Parce que demain, c'est accepter de dire j'avais le pouvoir, il faut que je partage. C'est ça. En fait. La vraie Accepter question, ça. c'est En fait, et pourtant, depuis que je le fais, Ingrid, tu vas être... mais je me suis jamais senti aussi à l'aise. Tu m'imagines libre de pouvoir avoir un autre avis, libre de pouvoir avoir une autre opinion qui va nous faire grandir. Imagine si c'était par exemple moi qui devais être le spécialiste de la finance du couple, alors que ma femme est spécialiste de la finance. C'est une connerie. Tu vois? Donc déjà je gagne là, nous gagnons tous les deux en fait, parce qu'elle ramène son expertise. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ce point finance, bien sûr qu'on échange ensemble, mais elle prend le lead là-dessus. Et c'est ça, en fait. Tu vois? Accepter que demain, je puisse donner. Parce que pour les autres, c'est dire, je perds mon pouvoir, en fait. Je perds mon pouvoir, je perds ma position. C'est tout ça, en fait, le deuxième problème. Parce que là, c'est pas... Après, c'est accepter ça, en fait, de partager, en fait. J'ai dit partager, c'est pas vraiment un partage. De construire ensemble, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, totalement. Et Stéphane voulait rebondir aussi. Oh, c'est bon ce que tu avais déjà dit ce que je voulais dire. Ok. Donc je pense qu'on est en train d'atterrir tout doucement sur ce débat qui est. Je pense qu'on a vraiment, on peut résumer en se disant au jour d'aujourd'hui, le débat hommes et femmes
l'éducation. Donc, accepter de se rééduquer aux bonnes manières de faire. Accepter d'être responsable de sa vie. Ne pas laisser la responsabilité de sa vie à une autre personne. Et oser. Parce que en fait, si on ose ouvrir les portes qui sont fermées, on ose prendre le courage finalement d'ouvrir, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, on découvre des choses qu'on ne savait pas. Et comme Patrick l'a si bien démontré tout à l'heure par sa joie, on se rend compte qu'on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus épanoui dans notre façon de vivre au quotidien, dans notre vie au quotidien. Je vais demander aux personnes ici présentes, en quelques secondes, parce qu'on a vraiment été très... en tout cas, le sujet il était intéressant, je vais le dire comme ça. Chacun de nous, est-ce que nous pouvons faire un petit résumé, du moins des conseils, vraiment quelques secondes, hein, j'insiste, des conseils que nous voulons laisser à cette 7e édition. N'oublions pas, la saison 1, les femmes ont parlé, les femmes se sont exprimées, les femmes ont dénoncé les choses qu'elles vivent. Et aujourd'hui, dans la saison 2, nous sommes dans cette logique où les hommes ont accepté de prendre en considération ce que les femmes ont dit. Ils ont accepté de nous exposer aussi leur fragilité afin que nous soyons exposés à la compréhension de ce qui les a bâtis comme ça. Et le but aujourd'hui, ce soir, c'est de pouvoir se dire, ok, on a compris qu'on ne peut pas avancer chacun de son côté, on a besoin de bâtir ensemble, on a besoin de choisir de changer ensemble. Et je vous laisse donc la parole pour la fin, chacun. Oui, Béni, tu peux, en quelques minutes, oui, vraiment, en quelques secondes, Secondes. Tu donnes minutes. En quelques secondes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dirais à la fin? Alors, qu'est-ce que je dirais aux hommes et aux femmes? Aux hommes et aux femmes. Aux hommes et aux femmes. Acceptons-nous tels que nous sommes avec nos différences. Soyons au clair avec le fait qu'on ne pourra pas être pareil. Et comme a dit Patrick tout à l'heure, acceptons le fait que parfois on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de nos différences. Nos différences font partie de nos forces. Et avançons avec pour construire un monde meilleur. Parce que c'est ça le but en fait. Construisons un monde meilleur avec nos différences qui sont nos forces. Et acceptons-nous tels que nous sommes. Merci Béni. Et toi Eric? Alors, nécessité effectivement de s'accepter. Mais en fait, on ne doit pas rester esclave ou victime de son passé en fait. C'est que de façon de passé, je disais dans le plus écrit, l'équipe convient d'avancer et qu'on ne peut pas conduire un véhicule en gardant constamment son regard figé sur le rétroviseur. Et pour cela, il faut pouvoir donc se connaître intérieurement parce que sinon on ne prend rien n'importe à l'autre et c'est indéniable. Et une fois qu'on a identifié et accepté ses faiblesses comme telles, on travaille à travailler. On n'est pas condamné à être faible, on est condamné à être plus fort, à aller de gloire en gloire. Donc une fois qu'on a identifié quelles étaient ses forces et ses faiblesses, on travaille dessus afin véritablement d'être une solution pour autrui, d'être une solution de dehors en fait. Et pour pouvoir donc effectivement œuvrer de manière adéquate à la construction et à la construction des bons schémas, des bonnes mentalités, des bonnes forteresses et la déconstruction des mauvaises forteresses en fait. Le problème c'est celui-là. Et si un héritage, même des choses à tu repensais, si un héritage est bon, je le prends. Si l'héritage n'est pas bon, on le rejette en fait, on ne l'accepte pas. De la même manière qu'on le fait pour les choses, on va dire matérielles, on devrait pouvoir procéder de la même manière dans des choses, je veux dire, un peu plus impactantes. Donc, je le redis, je terminerai dessus. Nécessité d'être, pour compléter ce que vous avez dit, correctement formé ou éduqué. Tout à fait. Merci. Toi, Patrick? Moi, j'attirais en disant que l'avenir de la relation homme-femme ne se construira pas par la guerre, mais simplement par la rencontre des vulnérabilités, comme j'ai commencé au début.
bâtir des relations qui se veulent vraies, qui se veulent équitables, qui acceptent des différences et des relations qui nous font avancer, des relations matures, où on ne se complète pas simplement, mais où on vient pour pouvoir être libre en fait. Car c'est à cela que Dieu nous a appelés, à être des hommes et des femmes libres. Voilà ce vers quoi je voudrais. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Et toi, Stéphane, que dirais-tu à ceux qui nous écoutent ce soir? Moi, ce que je dirais, c'est que nous avons, en fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous, pour que ça puisse, pour que ça puisse se réaliser, on a en fait une part d'effort en fait à faire tout à chacun, et qu'il faut se dire, bon, qu'on soit homme ou femme, par rapport à notre vie propre, je pense que nous sommes aussi premiers responsables, premiers acteurs en fait en réalité de changement. Et qu'on a un prix, on y a un prix à payer. On doit faire des efforts de notre côté, tout à chacun, pour pouvoir atteindre ce but, cette réalisation. Et deuxièmement aussi, nous devons aussi travailler sur nous-mêmes, à travailler sur qui nous sommes, à se découvrir. Et comme disait justement Béni tout à l'heure, elle disait par rapport à son témoignage, ce qu'elle disait en fait, c'est-à-dire que en tant que femme ou en tant qu'homme, qu'on apprend à se connaître, en fait, on se rend compte en fait en réalité que là où on est, en réalité, il y a beaucoup plus que ce qu'on a. Il y a beaucoup plus en réalité ce qu'on vit aujourd'hui en fait. Alors, on a atterri. On va juste enregistrer un mot de ce que vous voulez laisser comme message à ceux qui nous écoutent. Vanessa, tu peux commencer en quelques secondes. S'il te plaît. Pour le thème de ce soir, déjà merci. Juste retenir que la redéfinition du mot d'aide comme un partenariat d'avenir pour le couple, la vision du couple, que ce soit dans le monde, dans la société en général, dans l'église. Donc l'égalité comme plutôt une co-responsabilité, c'est ce qu'il faut retenir ce soir, que ce soit au foyer ou comme dans la société. C'est pas un débat de mots, mais c'est vraiment la condition pour avancer. On a parlé de ce soir de l'avenir. Moi je pense que l'avenir que nous voulons, c'est celui où on accepte de changer nos habitudes, que l'homme lâche le contrôle. On a commencé au début de ce podcast, l'homme qui lâche le contrôle et que la femme, elle assume plutôt sa puissance et que on ne voit pas plutôt la femme comme le subordonné et l'homme comme le chef. Construire ensemble, pour moi, ce serait arrêter aussi de se demander qui dirige pour enfin se demander qu'est-ce qu'on bâtit ensemble. Et c'est ce passage, je pense, du jeu au nous qui va nous permettre de dessiner un seul et même avenir. Voilà. Merci Vanessa. Siama, est-ce que tu voudrais laisser à ceux qui t'écoutent ce soir? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de l'égalité, hommes et femmes, ça arrivera, c'est sûr, mais ce n'est pas notre génération aujourd'hui. En ce qui concerne la sensibilisation par rapport à la société, je dirais que il y a plusieurs points en fait qui sont complètement caduques au niveau de la cellule familiale qui est dépourvue aujourd'hui. Sensibilisation, oui, mais comment un blessé peut aider des futurs blessés à pouvoir guérir? Donc c'est la question que je pose ce soir. Il y a encore du travail, c'est sûr, mais il faut beaucoup d'aide, beaucoup de patience et beaucoup de compréhension entre les hommes et les femmes pour pouvoir y arriver. Merci Siama. Merci beaucoup en tout cas pour... nous sommes arrivés vraiment à la fin, nous le confirmons, à la fin de cet épisode, le 7e, et surtout du podcast Cible la femme saison 2. Nous espérons qu'au travers des différents échanges, vous avez pu comprendre que ce soit l'homme ou la femme, nous avons besoin de continuer le combat jusqu'à ce que les choses changent définitivement. Et le combat commencerait d'abord par soi-même avant de pouvoir se déployer au-delà. Alors que nous sommes à la toute fin de ce podcast, Cible la femme, vue par les hommes, les femmes ont exprimé sans détour leurs blessures et leur scepticisme face à la profondeur des déséquilibres, notamment dans la sphère familiale où l'homme décide encore souvent seul et s'accorde des passe-trop.
Mais les hommes présents ont aussi parlé d'une prise de conscience collective, celle des responsabilités de chacun pour avancer autrement. Car le changement commence lorsque l'homme comprend que la femme est réellement son vis-à-vis. Non pas quelqu'un à dominer, mais une partenaire avec qui construire. Et si ces conversations existent aujourd'hui, c'est parce que l'espoir demeure. Celui d'un avenir où les femmes et les hommes avanceront enfin côte à côte.